Alors, je vais vous faire une vidéo là sur le suite au dump du Bitcoin et au tweet de Musk pour voir un peu ce qui se trame derrière ce tweet et surtout voir qu'est-ce qu'on peut envisager sur le Bitcoin et comment vous devez réagir en tant qu'investisseur sur le Bitcoin. Alors la première chose, c'est voilà, j'ai mis le tweet là. C'est assez drôle. Donc il dit qu'en fait, en gros, je vous résume, qu'il veut plus accepter les bitcoins pour acheter des Tesla parce que l'énergie pour le mining est essentiellement de l'énergie fossile. Euh, et que en fait, quand l'énergie utilisée ne sera plus de l'énergie fossile, il pourrait réaccepter le Bitcoin, mais en attendant, il cherche un coin qui consomme beaucoup moins d'énergie pour valider les transactions. Donc, alors c'est assez drôle. Alors je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. Vous verrez une personne, justement une interview d'une personne qui fait du mining, qui développe des fermes de mining un peu partout dans le monde, dans les pays où justement on peut avoir de l'énergie à très faible coût. Et en fait, quand vous regardez cette vidéo, vous allez vite comprendre qu'en fait ce tweet n'a aucun sens, puisque en fait c'est déjà le cas. Les miners, ce qu'ils recherchent, c'est une énergie très bon marché. Moi j'ai fait du mining pendant 2 ans sur des terres et j'ai arrêté en 2017 parce que c'était plus du tout rentable, enfin 2018 plutôt. Donc le facteur, le paramètre le plus important, c'est l'énergie, c'est le coût de l'énergie. Donc les miners, ils ont tout intérêt à trouver une énergie pas chère, et l'énergie pas chère, on la trouve comment? On la trouve tout simplement en rachetant des surplus d'énergie. Et ces surplus d'énergie, ils viennent d'où? Ils viennent justement de l'énergie propre, ils viennent des chutes d'eau, des barrages, ils viennent de ce genre d'infrastructure qui produit beaucoup d'énergie mais qui n'est pas consommée, typiquement en Afrique, où on construit des générateurs donc, sur des barrages, mais le réseau de distribution derrière, c'est-à-dire les prises, où les villages ne sont pas encore électrifiés, ou les villes ne sont pas encore électrifiées pour certaines, enfin j'imagine que c'est plutôt les villages, et donc il n'y a pas énormément de consommation, mais les barrages, quand ils sont, enfin les usines de production d'électricité, quand elles sont construites pour les 10, 20, 30 ans à venir, elles ne sont pas construites pour aujourd'hui. Donc forcément, elles ont une capacité de production énorme, et aujourd'hui, on ne consomme pas cette énergie. Donc cette énergie, elle est perdue, et c'est pour ça que les miners du Bitcoin recherchent ce genre d'infrastructure pour racheter l'électricité qui est perdue à des prix extrêmement faibles. Je crois que c'est 1 cent, 1 à 2 cents par kilowattheure. Donc, alors qu'en France, par exemple, c'est une douzaine de cents, je crois. Enfin, c'est 10 fois plus, peut-être 6-7 fois plus cher, quelque chose comme ça. Donc, intrinsèquement, en fait, naturellement, en fait, les miners vont vers ce genre d'énergie, puisque c'est le moyen pour avoir de l'énergie très 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 bon marché. C'est le nerf de la guerre, c'est le prix de l'énergie. Donc, en fait, vous voyez bien que cet argument ne tient pas, et puisque c'est déjà le cas. Et en fait, je pense que c'est sûrement un moyen pour revenir dans quelques mois, ou je sais pas, dans 6 mois, et dire, ça y est, les, les, on a passé tel niveau, tel taux d'énergie propre dans le mining du Bitcoin, donc on peut l'accepter. Et puis entre-temps, il y aura sûrement un tweet pour dire tel crypto est propre. Par exemple, Cardano, on voit que Cardano monte énormément en ce moment, enfin aujourd'hui, puisqu'effectivement c'est pas un proof of work. Au passage, Dogecoin c'est un proof of work également, puisque c'est un fork du Bitcoin, donc c'est la même problématique d'énergie. J'ai pas entendu de démenti sur l'utilisation de Dogecoin, mais bon, peu importe. Donc bon, tout ça c'est ridicule, c'est du bruit, et en fait, mais c'est pas très important, puisque de toute façon, que Tesla accepte ou pas le Bitcoin, je veux dire, ça n'a absolument aucun impact au niveau de la demande de Bitcoin. Donc, ce genre de FUD, Fear, Uncertainty and Doubt en anglais, ça veut dire les peurs, les incertitudes et les doutes, c'est quelque chose qui est arrivé très souvent en 2017, en fait, ce sont généralement des très belles opportunités pour se placer sur le marché. On va le voir sur le graphe. Il y a eu en juillet 2017, je me rappelle très bien, énormément de FUD. Il y a eu la Chine qui devait bannir le Bitcoin. Les miners, le mining d'abord, ils devaient interdire le mining. Après, ils voulaient bannir le Bitcoin. Après, il y a eu le fork Bitcoin Cash.
Donc là, personne ne savait si le Bitcoin allait survivre, puisqu'on pensait que les miners allaient migrer sur Bitcoin Cash parce que c'était plus rentable de miner Bitcoin Cash que Bitcoin. Donc la survie du Bitcoin était même en jeu. Donc vous imaginez, c'était bien plus comment dire, compromettant pour le Bitcoin que un tweet de Musk sur l'acceptation ou pas de Bitcoin pour le paiement d'une Tesla. Donc ce genre de choses, ça arrive tout le temps. Et en fait, ça fait cracher le prix de 10-20%. Mais bien souvent, comme je vous ai dit, c'est des opportunités. Alors on va passer sur le graphe. Et regardez ce qui s'est passé cette nuit. Eh bien, on a touché la EMA 21, donc la moyenne mobile exponentielle 21, ou vous avez aussi la moyenne mobile 20, pas exponentielle, qui est très proche de celle-ci. Et donc ces moyennes mobiles ont été touchées. Je vous rappelle qu'à chaque fois que ça a été touché, c'est un signal d'achat dans un bull market. Alors on l'attendait, c'est ce que j'avais mis dans la formation, j'attendais justement qu'il y ait un contact avec cette moyenne mobile pour donner un signal d'achat justement. Alors moi ça ne m'intéresse pas d'acheter, j'ai acheté le Bitcoin, j'ai acheté l'Ether à $100, donc le Bitcoin il était à 4-5 000, donc ça m'intéresse plus d'acheter, mais pour les gens qui aimeraient se positionner, c'est là maintenant un beau signal. Regardez là en 2017, vous voyez en 2017, à chaque fois qu'on a touché la EMA 21, tac tac, tout ça, voilà, c'est des signaux d'achat dans un bull market, dans un marché, dans une phase d'accumulation, on oscille autour de la EMA 21, voilà. Et dans une phase baissière, la EMA 21 fait office de résistance, vous voyez. Là, tout ça. Voilà, donc là, j'ai pas assez d'historique, sinon on aurait pu regarder en 2014, mais c'était pareil. Donc aujourd'hui, est-ce que la EMA 21 va faire office de support? Alors on peut pas en être certain, parce que le marché a quand même bien changé depuis 2017. On n'a pas les mêmes publics, on va dire. On a des institutions, on a du retail, on en a des particuliers, on en a beaucoup moins. Mais bon, les probabilités qu'elles tiennent le prix sont quand même élevées. Et comme par hasard, j'avais déjà signalé ça, le RSI hebdo, vous voyez là, c'est la zone de support, elle est à 53-54. Et on y est exactement là, on y arrive là, on y est, voilà. Donc ça c'est pareil, quand on casse un RSI hebdo à 53, on passe dans un marché haussier avec un pullback sur cette résistance, et ensuite on descend. Donc là, ce serait bien qu'on rebondisse, idem ici. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit vous êtes convaincu que le prix va rebondir par rapport à l'historique, et c'est un signal d'achat. Sinon, si on casse, ça peut être une baisse plus longue. Mais comme j'ai dit, le marché a bien changé depuis 2017. Vous voyez, en fait, le marché évolue de mini-bulle en mini-bulle. Alors on a eu la mini-bulle de 2019, on a fait un x4, et puis là on a corrigé. Alors on a corrigé de 50% jusqu'ici, et là il y a eu le crash du Covid qui nous a emmené à, à moins 70%, quelque chose comme ça. Alors moi j'exclus ça, j'exclurais le crash du Covid parce que c'est un événement exceptionnel. Un crash, il n'y en a pas des crashs, il n'y en a pas tous les ans, et c'est très bref en plus. Donc vous voyez, on a corrigé en fait de 50%. Si je prends ma mesure là, je prends depuis le top jusqu'ici, ça fait 50%. Alors ce serait tout à fait possible qu'on corrige pendant X mois de 50%, et ça nous emmènerait à exactement là sur un des trois supports qui est à 32 000 $. Alors ça, c'est vraiment le scénario pessimiste, c'est le scénario baissier. Pour l'instant, moi, je suis toujours dans ce scénario-là. C'est le scénario où on rebondit tout simplement sur la EMA 21. Donc, il n'y a rien à faire de particulier. Alors, moi, ce que je vous recommande, si vous êtes investisseur, vous êtes déjà investi, c'est évidemment, comme dans 90% des cas, la meilleure décision dans ce genre de situation, c'est de ne rien faire. C'est toujours de ne rien faire parce que, en fait, tout le monde se pose la question, est-ce que le bull run est fini? Est-ce que le bull run est fini? Mais en fait, c'est pas un bull run pour l'instant. On a deux phases haussières, deux jambes haussières, une jambe,
une consolidation, une deuxième jambe. Pour l'instant, on a une consolidation à plat, qui peut très bien, si on casse la EMA 21, s'arrêter là, donc autour de 38 000, ou s'arrêter là, autour des 33 000, ou s'arrêter là, à 46 000, c'est-à-dire on aurait fait le plus bas. Mais pour moi, le bull run, c'est tout ça, quoi. Le bull run, c'est l'ensemble, là. Le bull run, il n'est pas fini. Et on voit qu'il a une structure totalement différente de 2017, qui était une exponentielle, et encore différent de 2013-2014, qui était en deux parties. Une très forte hausse avec un énorme crack au milieu et une deuxième hausse très puissante. Et sûrement encore différent du bull run de 2012, que j'ai pas ici à l'écran. Donc, si vous êtes investisseur, en fait, ne faites rien. Enfin, moi, en tout cas, je fais rien. Mais ça change pas, ça change pas l'objectif final, qui est de toute façon d'avoir un Bitcoin à 150-200 000 $, voire plus, puisque, si on consolide, même si on consolide, je sais pas moi, à 40 000 dans ces eaux-là, vous voyez que les jambes de hausse, c'est au minimum x4. Celle-là n'était pas très grande parce qu'on était encore en bear market, en fait. On n'avait pas cassé la TH. Celle-ci est beaucoup plus puissante parce qu'on est en price discovery, on est au-dessus de la TH. Et puis si on en a une troisième, on peut s'attendre encore à un fois, je sais pas, 5-6. Donc là, on est sur un x4. Ici, si on part d'ici, j'exclus encore ce crash du Covid là, on est sur 600%, donc on est sur un x7. On est sur un x7, donc vous pouvez encore imaginer encore une jambe de hausse de x5 si vous êtes pessimiste. Et donc ça fait, si on repart de 40K, ça fait 4 x 5, 20, ça fait 200K. Voilà. Donc pour moi, ce bull run, bien sûr, il n'est pas fini. Le prochain halving est en 2024, juin 2024 à peu près. Donc vous imaginez bien qu'il reste encore beaucoup de temps. Il reste encore du temps pour un bear market. Au début, j'avais dit que le bull run de 2021 serait plus long que le bull run de 2017, qui lui-même était plus long que le bull run de 2013, qui lui-même était plus long que le bull run de 2012, puisque la volatilité diminue. Et en fait, c'est peut-être ce qui va se passer, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que vous allez avoir une bulle, une correction, une bulle, une correction, alors peut-être à plat, peut-être un peu moins à plat, et puis une troisième bulle. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On fera d'autres vidéos et on suivra l'évolution du Bitcoin et de l'Ether. Voilà, allez, ciao!